Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Merci au passage, comme je le fais chaque semaine, à tous nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer ces émissions inédites chaque semaine. Alors notre invité, il revient à nouveau sur ce canapé orange et j'en suis particulièrement heureux. Vous êtes déjà un personnage bien connu de ceux qui nous regardent. Cher ami, je ne vous présente plus, Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne reviendra pas sur votre parcours, on l'avait déjà fait dans l'émission précédente. Je vous propose de commencer en entrant immédiatement dans le vif du sujet. Et pour cela, nous allons débuter par évoquer ensemble, si vous le voulez bien, l'actualité la plus récente concernant le conflit israélo-palestinien et ses implications en France. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de votre dernier ouvrage. Alors, cher Alexandre Delval, d'abord, j'aimerais avec vous, donc spécialiste de géopolitique, je le rappelle, revenir sur les causes de ce conflit, faire un peu de pédagogie si c'est possible. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conflit dans la droite ligne des précédents ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Je pense que ce conflit n'a rien de nouveau, ça c'est clair, mais il y a eu deux phases dans ce conflit. Il y a eu le conflit israélo-palestinien devenu vite israélo-arabe. Israël est créé en 1948, il y a le plan de partage de l'ONU qui donne un peu plus de pourcentage de territoire, un peu plus de 50% aux Juifs, fruit non seulement d'une colonisation, mais aussi il y avait des Juifs autochtones. Et les Arabes autochtones, bien entendu, majoritaires, n'acceptent pas ce plan de partage. Il y a une guerre palestinienne-israélienne, mais aussi arabo-israélienne, puisque plusieurs pays arabes attaquent Israël. Et comme vous savez, quand le feu parle, quand l'arbitre n'est plus un arbitre, mais qu'on décide que c'est le feu qui doit parler, les Israéliens disent « Vous avez préféré au plan de partage de l'ONU, qui était certes pour vous défavorable, vous avez préféré le langage du feu. » Or, Israël a gagné cette guerre, à la surprise générale, puisqu'à l'époque, Israël n'était pas aidé par les Occidentaux, reconnu par l'Union soviétique, mais pas aidé massivement par aucun pays étranger. Et à la surprise donc des pays arabes, Israël gagne, se sert au passage, rebolote en 1956, en 67, en 73. Certes, entre-temps, dans les années 80, 90, après il y aura les accords d'Oslo, entre-temps le Sinaï aura été rendu, restitué, mais Israël a gagné des territoires, on ne parlera pas uniquement du Golan, etc. Ça c'est pour l'affaire très courte, conflit israélo-arabe. À partir de 2000, il y a une évolution très intéressante, non pas que je cautionne quoi que ce soit, mais d'un point de vue géopolitique, un passage à une dimension plus globale, supérieur, à plus haut niveau. On était dans le local ou dans le régional. On va passer au global. Comment ? Ce qui est assez génial, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bien. Quand on dit génial ou efficace en géopolitique, ce n'est pas de l'admiration, c'est qu'on constate l'efficacité. On parle d'intifada el-Aqsa. La première intifada, c'était une intifada, je dirais, nationaliste palestinienne. En 2000, on a un saut quantitatif et, entre guillemets, qualitatif, puisqu'on va vers le religieux, on parle d'intifada el-Aqsa, du nom de la mosquée lointaine, et on parle beaucoup de el-Quds, parce que vous savez que dans le Coran, dans l'islam, il n'y a pas le mot Jérusalem, ni même Yerushalayim, on parle de el-Aqsa, d'el-Quds, donc d'un territoire saint, Quds, de l'arabe Quddus, sacré, etc., un territoire sacré, el-Aqsa, la mosquée lointaine, le Masjid al-Aqsa. Donc on va islamiser la cause palestinienne, et ça c'est génial, parce qu'en islamisant la cause palestinienne, ce n'est plus un conflit entre Palestiniens et leurs amis ou frères arabes avec le mythe de la Umma al-Arabiya ou tout simplement le nationalisme arabe palestinien contre un nationalisme considéré comme colonial israélo-juif ou judéo-israélien ou judéo-sioniste. Ça devient un conflit entre le monde juif associé à l'Occident, cette idée islamiste que les juifs et les chrétiens sont toujours amis les uns les autres contre le musulman. Et donc ça devient un conflit judéo-chrétien, enfin juif, mais aidé par l'Occident chrétien, contre non pas les Arabes ou les Palestiniens et même pas les Arabes, mais contre les musulmans dans l'ensemble, puisque l'intifada el-Aqsa en 2000 appelle à considérer ce conflit comme un conflit de 1 milliard de musulmans, ou 1,4 milliard selon les chiffres. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité de l'intifada el-Aqsa. La différence, c'est qu'entre-temps, l'OLP, l'autorité palestinienne, qui a autorité sur la Cisjordanie, l'autorité palestinienne a perdu un territoire, elle a perdu le contrôle de Gaza, elle en a été expulsée manu militari. Mais il faut reconnaître que le Hamas a été élu démocratiquement, et le seul homme élu démocratiquement dans le milieu palestinien depuis 2006 a été Ismaïl Haniyeh, qui habite au Qatar, qui est le patron, le chef politique du Hamas. Donc, entre-temps, il y a uniquement eu un gain de légitimité de la part du Hamas par rapport
à l'OLP, discréditer, puisque comme on le voit pour ceux qui ne connaissent pas le conflit, pour utiliser un exemple simple, dans Fauda, la fameuse série sur Netflix, Fauda, on voit qu'à de très nombreux moments, l'autorité palestinienne, donc de l'OLP, Mahmoud Abbas, les héritiers de Yasser Arafat, collaborent avec le Mossad ou le Shin Bet et la police israélienne. Donc le Hamas a réussi à dire, dans cette mouvance de l'intifada El-Aqsa depuis l'an 2000, ceux qui vraiment combattent pour El-Aqsa, pour la mosquée lointaine, pour El-Quds, ce lieu sacré de l'islam, soi-disant troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine, ce ne sont pas l'autorité palestinienne, ceux-là collaborent avec les sionistes, c'est nous le Hamas, et par extension, ceux qui sont proches de cette idéologie califale, ummiste, c'est-à-dire ceux qui résonnent en umma musulmane et pas uniquement en nationalisme, donc le djihad islamique, le Hamas et quelques autres groupes. Donc voilà, il ne s'est rien passé de plus, il y a eu juste un transfert de légitimité vers le Hamas, et c'est pour ça que moi je soutiens, et après j'arrête avec cette réponse, je soutiens que le Hamas gagnerait les élections en Cisjordanie s'il y avait des élections. Et donc ça veut dire quoi? Que cette opération du Hamas a été très intelligente de la part du Hamas. Elle a consisté à rappeler aux Arabes que la cause palestinienne ne devait pas être oubliée, parce qu'on était un peu en train de l'oublier avec l'accord, vous savez, israélo-arabe, les accords d'Abraham et l'Arabie saoudite qui allait y rentrer. Et donc le Hamas a réussi à montrer, à faire croire peut-être, c'est peut-être pas vrai, mais à faire croire qu'il était le seul défenseur palestinien de la cause palestinienne. En dehors des défenseurs non palestiniens, parmi les Palestiniens, c'est les seuls qui défendent vraiment la cause palestinienne face à l'ennemi judéo-sioniste avec lequel collabore l'OLP. Pour vous, Alexandre Delvalle, quelles sont les racines de ce conflit? Alors, les racines de ce conflit, elles sont multiples. Il y a premièrement une racine, je dirais, nationaliste, parce que le sionisme, au départ, est un nationalisme de gauche, si on synthétise, ou une idéologie de gauche nationale. Theodor Herzl, le créateur du sionisme, pensait que pour régler le problème des Juifs qui étaient persécutés essentiellement en Europe, ils étaient des inférieurs dans les pays musulmans. Mais en Europe, il y a eu un phénomène pogromiste qu'on a vu aussi parfois dans les pays musulmans. Mais si on compare jusqu'à la création d'Israël, les Juifs ont plus souvent été massacrés dans le territoire européen qu'en Orient, où parfois ils ont même trouvé refuge après avoir quitté l'Espagne. Refuge, Maïmonide a trouvé refuge en Égypte, beaucoup de Juifs sont arrivés au Maroc, d'autres au Maghreb et d'autres en Turquie dans l'Empire ottoman. Donc Theodor Herzl, il pense qu'une solution nationale va régler le problème juif dans le cadre de l'affaire Dreyfus, vous connaissez l'histoire du sionisme, et donc c'est à la fois une idéologie un peu de gauche, progressiste, c'est des Juifs assez laïques, même si l'origine du lieu qu'il choisit c'est biblique, c'est la contradiction, et il s'installe dans un territoire au détriment d'un autre peuple. Alors apparemment, les premiers juifs sionistes, progressistes, auraient voulu être en paix avec les Arabes, mais vous le savez, dans les années 20, 29, 30, le grand mufti de Jérusalem lève des légions anti-juives qui provoquent des pogroms, ce qui incite les Juifs eux-mêmes à avoir des milices qui réagissent, des milices qui d'ailleurs avaient combattu également contre les Anglais. On l'a fait courte, mais en gros, c'est un mouvement national, d'émancipation nationale, qui pense que les Juifs, quand ils auront une terre à eux, sortiront du fléau de l'image du juif errant, accusé de mondialisme, protocole des sages de Sion oblige, et donc cette image du juif mondial, le juif global, errant, sans terre, pour Theodor Herzl, c'était l'origine de l'antisémitisme. Donc, si le juif a une terre nationale, il n'y aura plus, il pourra en tout cas se défendre contre l'antisémitisme et il sera dans sa terre d'origine. En gros, il rentre à la maison. Le problème, c'est que les Arabes ne l'ont pas entendu de cette manière. Et même si c'est vrai qu'un Arabe vit mieux en Israël qu'en Jordanie ou au Liban, ou même à Gaza ou dans la Cisjordanie, eh bien, beaucoup d'Arabes, musulmans ou chrétiens de l'époque et de maintenant, ont préféré être dans une situation de guerre pour ne pas obéir à un pouvoir infidèle, un pouvoir juif, et donc a préféré cette situation qui est catastrophique pour ceux qui résistent, parce qu'ils pensent qu'ils résistent contre des colons israéliens. Donc il y a une dimension, deuxième dimension, c'est la dimension anticoloniale. Les Arabes qui pensent que les Juifs sont des colons européens essentiellement. Ils montrent souvent d'ailleurs dans la télévision palestinienne des blonds.
des juifs blonds, en montrant, vous voyez, c'est même pas les autochtones, c'est même pas les descendants des vrais Hébreux qui sont restés ici. Il y avait 10% de vrais Hébreux qui sont restés toujours en Israël jusqu'à l'époque moderne. Mais en gros, eux, ils disent, ce sont des gens extérieurs, ils n'ont rien à voir avec les autochtones et les descendants des autochtones. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Pour les Arabes, c'est une dimension anticoloniale. Et la troisième dimension, c'est la dimension nationalisme arabe contre sionisme pro-occidental. Et la quatrième dimension, la dernière, qui donne plus de côté viscéral, c'est la religiosisation, l'islamisation de l'intifada, de la cause palestinienne, du nationalisme palestinien, qui n'est plus la cause des Arabes ou des Palestiniens, mais qui est devenue la cause de tous les musulmans. Alors en fait, c'est pas vrai, hein. Beaucoup de musulmans se contrefichent de la Palestine, de même que beaucoup de gauchistes et d'extrême gauche et d'écolos en Europe s'en contrefichent. En vérité, c'est une cause étendard, c'est une cause qui permet de mobiliser. Comme jadis, il y avait le Vietnam, après il y a eu la Palestine. D'ailleurs, c'est les comités Vietnam qui sont devenus des comités Palestine dans les structures d'extrême gauche en Occident. Donc, peu importe que ça soit vrai, ce qui compte, c'est que c'est une cause qui mobilise de très très nombreux musulmans. Et donc les Juifs croyaient échapper à l'antisémitisme avec une solution nationale dans leur peuple d'origine. Et en fait, Israël a non pas créé, parce qu'il existait un antisémitisme arabo-musulman, mais on pourrait dire que ça l'a boosté, ça l'a réveillé, ça l'a multiplié. Et surtout quand le nationalisme palestinien et l'islamisme ont rencontré le nazisme dans les années 30 et bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, avec non seulement le grand mufti de Jérusalem, mais d'autres personnages aussi qui, dans le monde arabe et en Palestine, ont pensé que les nazis étaient des alliés puisque c'était le juif, l'envahisseur, pour les uns, l'ennemi du genre humain pour les autres. Et depuis, eh bien, ça s'est retourné contre le sionisme. Le sionisme est devenu le nouveau prétexte à l'antisémitisme. Ce qui ne veut pas dire que tous les antisionistes sont antisémites ou les anti-israéliens, mais c'est devenu un créneau pour un antisémite renouvelé, teinté de progressisme et d'anticolonialisme. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de dimensions. Et bien sûr, pendant la guerre froide, le camp communiste aidait les Palestiniens, les fameux islamo-progressistes, comme on les appelait au Liban, et bien sûr le camp occidental aidait Israël. Et donc depuis, c'est aussi devenu la cause, si on arrive à l'époque actuelle, c'est la cause du monde multipolaire, du monde alternatif, des non-alignés, des anti-occidentaux. Et c'est pour ça qu'on a une sorte de polarisation. Le monde, en gros, anti-américain, anti-européen, est plutôt pro-palestinien, bien qu'il y ait des exceptions. Ce n'est pas aussi clair que ça. Et bien entendu, le monde occidental est plutôt pro-Israël. Alors, venons-en, si vous voulez bien, à cette attaque du 7 octobre dernier. Justement, vous qui êtes un fin géopoliticien, comment vous expliquez la défaillance des services israéliens qui étaient pourtant réputés comme étant parmi les meilleurs au monde ? Je ne sais pas si c'est une vraie défaillance parce que les services israéliens intérieurs savaient qu'il y avait des choses qui se passaient. Moi, par exemple, je devais Qu'est-ce me que vous rendre... pensez justement des théories qui laissent entendre que Netanyahou était peut-être au courant ? Je n'en suis pas sûr et je n'y crois pas vraiment. C'est un petit peu comme le 11 septembre. Par contre, que Netanyahou et son parti aient vu comme une opportunité le fait que inéluctablement, à un moment ou à un autre, non seulement le Hamas, mais le djihad islamique et d'autres petits mouvements parfois incontrôlables allaient commettre quelque chose de grave, il est possible qu'effectivement, il n'ait pas trop écouté ceux qui l'alertaient. Bien qu'il ne s'en est pas félicité, il n'a rien organisé, il n'a pas laissé faire. Mais il est possible, un peu comme la bataille FBI-CIA avec le 11 septembre, on n'est pas trop écouté ceux qui avaient averti que des gens pas très fréquentables étaient en train de s'entraîner. Parfois, c'est plus complexe qu'un complot. C'est pour ça que je ne suis pas complotiste. Ce n'est pas un complot, mais disons qu'on se dit, bon, s'il y a un petit dérapage avec quelques Israéliens qui se font tuer, en plus c'est des gauchistes, hein, c'est des gens des kibbutz, des rêves partis, etc. C'est plutôt la gauche israélienne. Ils vont narguer les Palestiniens à 3 km de Gaza. Si à un moment, l'un d'entre eux se fait massacrer par quelques djihadistes qui font une incursion, ce que ne souhaitait pas Netanyahou, mais peut-être qu'il s'est dit on en profitera pour donner une raclée au Hamas. Je ne pense pas que ça aille plus loin. Par contre, il est sur un siège éjectable, hein, Netanyahou. Il est sur un siège éjectable, mais il est très malin, il est rusé, il est comme Erdogan, il revient tout le temps. Vous avez remarqué depuis quand même les années 90. Donc il n'a pas dit son dernier mot. Pour l'instant, il y a quand même une unité nationale qui lui profite. Il y avait beaucoup plus de division nationale avant l'attaque qu'après, même si les gens le font un peu en reculant. Ils sont obligés. De grands opposants ont dit on t'aide à faire cette unité nationale. Alors, pour l'instant, c'est plutôt mieux pour lui qu'avant l'attaque, même si les gens qui ont des familles
prises en otage, etc., protestent beaucoup. L'essentiel des Israéliens aujourd'hui sont derrière un gouvernement qui doit être uni face à l'adversité. Donc ce n'est pas un échec total pour lui. Par contre, il a joué avec le feu, comme les Américains. Pour lutter contre les communistes, les nationalistes arabes et l'Union soviétique, les Américains ont joué avec Al-Qaïda, la base en arabe, qui était une base de recrutement de tous les volontaires djihadistes, frères musulmans, pakistanais, saoudiens ou autres, qui venaient se battre contre les soviets. Et il y a toujours, quand on veut jouer avec le feu, on risque de se brûler, ou quand on joue avec un explosif, ça peut nous péter dans les mains. Et on a abouti au fait que, ça c'est incroyable, l'organisateur du premier attentat contre le 11 septembre, Abdelrahman, c'était un Égyptien très connu d'une mouvance djihadiste extrêmement radicale, ancien d'Afghanistan. Il a eu sa green card. Il y en a plein comme lui. Donc de nombreux combattants anti-soviétiques que les Américains avaient fréquentés quand la CIA aidait les islamistes en Afghanistan, ils se sont dit, c'est nos copains, on s'est battus ensemble contre les Ruskov. Ça, c'est la bêtise américaine, puisque le russe, c'est toujours été l'ennemi principal. L'islamiste n'est pas vraiment l'ennemi principal, en tout cas avant le 11 septembre, c'est ce que pensaient les Américains. Et du coup, on a plein de fous furieux qui ont eu des green cards. On a même des terroristes proches du commando du 11 septembre qui s'entraînaient au centre de tir de la CIA, le High Shooting Range Center de New York. C'est incroyable, hein, j'en ai parlé dans mon premier livre. Et donc, de la même manière, Netanyahou, comme le Shin Bet à son époque, à la création du Hamas, donc c'est pas que Netanyahou, un certain nombre de dirigeants, fonctionnaires ou politiques élus en Israël ont laissé faire le Hamas depuis la création en 87 par Sheikh Yassine. Le Shin Bet a laissé faire. L'idée, c'était quoi? On fait monter des fous furieux qui vont être un parfait épouvantail pour discréditer la nation palestinienne. Et comme ça, en plus, ça affaiblit l'ennemi principal, qui à l'époque était quand même terroriste, qui avait perpétré beaucoup d'actes. Ils ont renoncé très tardivement au terrorisme. Il y a eu beaucoup d'actes terroristes dans le monde entier contre des Juifs et des Israéliens perpétrés par l'OLP. Donc, je ne veux pas les accabler. À l'époque, on peut presque comprendre, si on a une vision cynique, moi je pense que le cynisme à un moment se retourne contre tous, mais ceux qui ont cette vision cynique ont pensé sincèrement en Israël que laisser faire le Hamas permettait d'affaiblir l'OLP. En 2012, Netanyahou n'a toujours pas compris que c'était dangereux de jouer avec le feu. Il a même permis des accords qui autorisent le Qatar à financer officiellement le Hamas, c'est-à-dire l'administration du Hamas à Gaza, et bien plus, puisque tout le bureau politique du Hamas est au Qatar, et Israël n'a apparemment pas énormément protesté contre l'activité du Qatar, ni même rompu les contacts officieux. Donc on a laissé faire le Hamas, et tout ça vous explose dans la figure. Je suis absolument pas surpris. On le sait depuis 1987, que ça soit le laxisme d'Israël vis-à-vis du Hamas, en 87, création du Hamas, ou la complicité avec les émirs du Qatar, ça date de 87, c'est pas nouveau. Qu'on ne nous dise pas que c'était quelque chose de très récent, quand ils ont accepté les travailleurs de Gaza récemment, etc. Non, c'est quelque chose de très ancien. Le Hamas, pour vous, c'est quoi? Le Hamas, alors c'est une organisation qui est à la fois sociale, il ne faut pas le nier, humanitaire, c'est-à-dire elle fait de l'action sociale, et c'est la raison pour laquelle... Mais avant d'être terroriste, c'est une organisation humanitaire islamiste sociale qui est islamiste, mais comme beaucoup de mouvances islamiques, comme Islamic Relief, comme les frères musulmans un peu partout dans le monde, ils ont une activité charitable. Parce qu'un islamiste qui n'est pas que djihadiste, en général, il a une énorme dimension sociale pour conquérir les cœurs, les esprits, nourrir les ventres. Donc il y a cette dimension sociale qui fait que le Hamas prend une assise dès sa création dans la fin des années 80. Bien sûr, c'est aussi très rapidement un mouvement terroriste, puisque c'est la branche la plus radicale des frères musulmans. C'est que les frères musulmans sont contre le terrorisme, là où ce n'est pas nécessaire, comme en Europe. Ils pensent que l'Europe est Dar el-Shahada, terre du témoignage, ou Dar el-Da'wa, terre de l'annonce. Par contre, dans certains territoires, les frères musulmans ont toujours dit que le djihadisme pouvait être une arme légitime, puisque le djihadisme lui-même n'est pas étranger aux frères musulmans. Il a été créé par Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est la plus grande figure des frères musulmans, juste après son créateur Hassan al-Banna. Et Saïd Qutb avait créé l'idée du djihadisme et de cette espèce d'application à l'islamisme de la révolution permanente de la gauche. Il venait d'ailleurs du léninisme, monsieur Saïd Qutb, avant d'être djihadiste. Et donc ce djihadisme est intrinsèque à l'idéologie des frères musulmans, surtout sa branche palestinienne, puisque l'idée des frères musulmans, c'est qu'on est contre le djihad quand l'islam peut progresser et s'étendre pacifiquement, comme c'est le cas en Europe, pas besoin de djihadisme, c'est le djihad du verbe, pas le djihad guerrier, mais là où il y a un pouvoir infidèle, un pouvoir mécréant, un pouvoir ignorant, un pouvoir barbare, el-hukm el-jahili, comme disent certains islamistes, là où il y a un pouvoir infidèle qui domine le musulman, alors qu'avant c'est le musulman qui dominait cette terre,
c'est comme l'Espagne, il y a un certain nombre de territoires symboliques que l'islam veut récupérer. Pas que les islamistes djihadistes, que le monde musulman aimerait récupérer, ou en tout cas dont il est nostalgique. Pour l'Espagne, c'est la nostalgie, avec un désir de récupération, et pour Israël, c'est un combat total, puisque ce territoire était jusqu'à très récemment, donc bien après l'Espagne, ce territoire est resté dominé par les Ottomans jusqu'au mandat anglais, avant que les Ottomans perdent la Première Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est que le combat est total, puisque c'est l'humiliation suprême. Le pouvoir musulman était remplacé par un pouvoir infidèle, juif, et en plus lié au colonialisme des mécréants chrétiens et des mécréants occidentaux. Donc c'est ça le Hamas. Et donc, troisièmement, après le social et le djihadisme, à partir de 2000... comme un mouvement terroriste ou... C'est un mouvement politico-social et djihadiste. Parce que la troisième dimension, après le social et le djihadisme, c'est politique. Il a réussi, comme le Hezbollah au Liban, à avoir aussi des élus. Et d'ailleurs, je le répète, Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, a été élu démocratiquement. C'est peut-être le seul militant politique palestinien qui bénéficie du suffrage universel dans sa terre. Et c'est ça qui est un énorme défi pour tous ceux qui veulent caricaturer cette histoire. Le problème, c'est la légitimité. Qu'est-ce qui fait avancer l'histoire? C'est la légitimité. La légitimité aujourd'hui, elle est beaucoup plus avec les islamistes qu'avec les nationalistes. En général, dans les pays arabes, c'est presque partout pareil. Les nationalistes, en général, ils arrivent au pouvoir par des coups d'État, où ils gardent leur pouvoir, pas l'armée. Et en général, en dehors des djihadistes qui sont une mouvance minoritaire dans l'islamisme, l'islam politique, en général, gagne les élections. Algérie, il y a eu un coup d'État contre eux. Égypte, il y a eu des coups d'État contre eux. En Turquie, c'est pas arabe, mais c'est quand même un pays musulman, à chaque fois l'armée faisait des coups d'État contre des gens qui étaient pro-islamistes élus, comme Erdogan, qui est allé en prison en 97. Donc c'est vraiment universel. Regarde, on a d'autres exemples. La Syrie, s'il y a eu des élections libres en Syrie, les sunnites frères musulmans auraient gagné les élections. Au Yémen, les frères musulmans ont gagné les élections. Au Maroc, après le printemps arabe, et en Tunisie, les frères musulmans ont gagné les élections. Ça fait beaucoup quand même. Donc la légitimité du suffrage et de l'argument démocratique est plutôt en faveur des islamistes, et même de certains islamistes djihadistes, quand ils sont en même temps politiques. Et c'est là qu'on peut parler d'organisation hybride. Politique, sociale, humanitaire et djihadiste. Qu'est-ce que vous faites contre une... Djihadiste pour terrorisme. Djihadiste pour terrorisme, hein, c'est un néologisme qu'on a figé à partir de la racine jihad, l'effort de guerre, jihad fi sabilillah, mais c'est un mouvement effectivement terroriste dans la mesure où le djihadisme, c'est la branche terroriste de l'islamisme politique et califaliste, c'est-à-dire à la différence de l'islam politique qui passe par les élections, l'islam politique qui veut rétablir le califat, souvent emprunte la voie du djihadisme parce qu'ils aimeraient, quand ils le peuvent, emprunter la voie des élections, mais ils savent qu'il y aura toujours un barrage parce qu'aucun État arabe ou musulman ne veut quitter ses frontières pour se diluer dans un empire universel. Donc en général, les djihadistes qui sont des califalistes, qui considèrent que seul l'État islamique est légitime, el-Dawla el-Islami, contrairement à la nation arabe, au nationalisme arabe, donc el-Watan al-Arabiya ou el-Dawla al-Arabiya, là, ici, c'est le nationalisme pan-islamique. Donc les djihadistes sont des pan-islamistes qui pensent que dès lors que les États-nations mécréants de facto, c'est-à-dire les États musulmans qui ont divisé la Oumma en faisant des nations sur le modèle européen, ceux-là sont des traîtres à l'islam du seul fait qu'ils sont nationalistes. Ils ont divisé la Oumma et ils ne sont plus éligibles comme musulmans. Ils sont apostats de facto. Et donc, le djihadisme, c'est la seule solution puisque ces gens sont les apostats. Ils nous feront toujours obstacle. Et quand on gagnera les élections, ils nous renverseront. Donc, il reste que la voie du djihadisme qui vise à sidérer l'ennemi par la vaillance des premiers combattants d'Allah qui étaient des valeureux combattants qui n'avaient peur de personne. Et l'idée des djihadistes, je termine, c'est que si à l'époque des compagnons et des successeurs de Mahomet, d'où le mot calife, ça vient du mot successeur, si les grands califes rachidoun, les 4 califes rachidoun qui ont succédé à Mahomet, ont conquis en moins de 100 ans l'équivalent, hors de la Chine, du monde civilisé. C'est extraordinaire. L'Empire byzantin, l'Empire perse, complètement dégommé pour l'Empire perse et à 3/4 défait pour l'Empire, enfin toutes les possessions orientales, eh bien les djihadistes se disent, si on a réussi au 7e siècle, c'est parce que nous avions une foi sans limite, nous n'avions pas peur de la mort, nous allions en cavalier dire aux gens, aslam taslam, soumets-toi, tu seras épargné, et dès lors qu'ils refusaient d'embrasser la foi, nous l'attaquions, et l'ennemi était sidéré, un peu comme les Mongols. Donc l'idée des djihadistes, c'est retrouver l'esprit guerrier équivalent des Mongols, que seuls d'ailleurs des djihadistes peuvent freiner. L'idée, c'est quoi ? C'est la force sidératrice du faible au fort, mais qui est tellement
dans la non-peur de la mort, dans l'acceptation de la mort. C'est la théorie du maître et de l'esclave. Si moi je n'ai pas peur de mourir, je finirai toujours par vaincre un groupe supérieur en nombre, mais constitué de gens qui aiment la vie. Et ça, c'est l'idée des djihadistes. Il ne faut pas la sous-estimer. Nous, on dit en géopolitique qu'une représentation, même folle, il ne faut jamais la sous-estimer, car quand quelqu'un meurt pour une représentation, c'est une représentation sérieuse. Quel est le rôle de l'Iran dans tout ça? On entend beaucoup de choses sur ce pays. Alors, j'aime beaucoup votre question, parce que sur 4 pays qui financent et qui aident le Hamas, il y en a même d'autres, mais sur 4 pays qui ont pas mal financé, Turquie, moins que le Qatar, mais elle a financé, elle a beaucoup aidé, et elle continue à aider le Hamas. Koweït, pays très pro-occidental que nous avons libéré de l'invasion irakienne, donc un pays islamique, avec plein de frères musulmans élus au Parlement, que l'on a aidé contre le nationalisme arabe, on retrouve cette dichotomie. 3e pays, le Qatar, où se trouve tout le bureau politique du Hamas. Et depuis 1987, l'émir de l'époque était déjà un ami personnel et un soutien de Cheikh Yassine, qui a créé le Hamas. Alors qu'on ne me dise pas que le Qatar est devenu ami du Hamas juste pour être ami avec nous et nous libérer les otages. En gros, on nous l'a fait billard à 3 bandes. On ne nous l'a fait pas, parce qu'on sait que c'est depuis 1987 que le Hamas soutient idéologiquement cette mouvance. Et le Hamas, d'ailleurs, finance partout les frères musulmans. Donc le Hamas soutient la cause des frères musulmans, l'idéologie des frères musulmans. Qardawi, vous savez, l'homme qui a installé les frères musulmans en Europe avec Saïd Ramadan, était hébergé au Qatar, il était devenu qatari. Donc le Qatar. Et en fait, sur ces 4 pays, seul le 4e est chiite iranien. L'Iran a instrumentalisé le Hamas, mais n'oublions pas que le Hamas est beaucoup plus fidèle envers le Qatar, le Koweït et la Turquie qu'il ne l'est envers l'Iran. Et j'ai un exemple qui montre que tout ce qu'on entend dans les médias en ce moment est nul et non avenu concernant l'Iran. L'Iran, parce que l'Iran, quand il y a eu la guerre en Syrie, l'Iran était du côté de Bachar al-Assad, nationaliste arabe alaouite, lié au schisme en général, parce que les alaouites sont issus du schisme, mais laïques, adepte du parti Baas, un parti nationaliste arabe, et Bachar al-Assad, son régime alaouite nationaliste arabe, est lié à l'Iran et bien sûr à la Russie, où il y a des bases militaires. Donc quand Bachar al-Assad faisait face aux djihadistes sunnites d'Al-Qaïda, de Daesh et de plein de groupes pro-turcs ou frères musulmans, eh bien le Hamas a choisi son camp. Il était contre l'axe qui aujourd'hui s'appelle l'axe de la résistance, comme disent les Libanais. Ce n'était pas l'axe de la résistance. Le Hamas a été expulsé de Syrie. Le Hamas n'a absolument pas été un proxy de l'Iran. Les vrais proxys de l'Iran, les milices chiites irakiennes et les milices chiites libanaises du Hezbollah, se sont battus corps et âme pour défendre le régime de Bachar al-Assad sur ordre de l'Iran. Le Hamas n'a pas marché dans la combine. Et pendant 10 ans, de 2012 à 2022, le Hamas était en mauvais termes avec l'axe chiite iranien. Quand même, quand vous n'aidez pas le patron, quand il y a une guerre, c'est comme si vous n'aidez pas un ami agressé dans la rue, c'est que là, vous n'avez pas prouvé votre solidarité. Donc, si vraiment c'était un simple proxy de l'Iran, un pion de l'Iran, ça se saurait. Tous les gens informés savent que c'est beaucoup plus complexe. Et enfin, le Hamas a des financements propres. Les bitcoins, des trafics, des taxes, énormément d'argent prélevé au sein des fidèles frères musulmans du monde entier. Il a beaucoup d'argent, le Hamas. Non seulement il y a des fonds européens destinés à la Palestine, dont une partie atterrit. Mais oui, une partie atterrit à Gaza et dans les mains du Hamas, puisque une partie. C'est intéressant ce que vous dites là. Vous êtes en train de dire qu'une partie des fonds européens. Une partie des fonds européens destinés à la Palestine. Une partie est redistribuée pour l'administration de Gaza, dans une logique presque charitable, par l'autorité palestinienne, via l'autorité palestinienne et les institutions internationales, histoire de pas. C'est sûr que les gens de Gaza, faut pas qu'ils meurent de faim. Donc, on essaie de faire la différence entre le Hamas et les habitants de Gaza. Donc, mais les pauvres habitants de Gaza, quand une partie de l'aide légale envers la Palestine arrive à Gaza, elle est détournée par tous ces riches qui ont des très belles propriétés un peu partout dans les pays arabes. Voilà, des très belles voitures. Donc, le Hamas a un financement propre, beaucoup de taxes, beaucoup d'aides des fidèles, beaucoup d'argent détourné. Vous savez que la Palestine reçoit à elle seule plus que tous les autres réfugiés dans le monde. Je répète, l'UNRWA, l'agence internationale onusienne qui est spécialement dotée, destinée à aider la Palestine, a plus d'argent, ou autant ou légèrement plus, que tous les autres réfugiés du monde. Donc les Palestiniens réfugiés, parce que c'est au titre de réfugiés qu'on a créé l'UNRWA, reçoit plus d'argent
que les réfugiés de tous les autres conflits, de tous les autres pays du monde. Ce sont des milliards, sans parler de milliards des fidèles. Par exemple, quand vous êtes à Paris, dans certains quartiers musulmans où il y a beaucoup de musulmans, il y a une boulangerie, et il y a une sympathique tirelire avec la mosquée El-Aqsa, et c'est écrit « Donnez pour la Palestine ». Il y a une chance sur deux que vous donnez pour Gaza, pour le Hamas, puisque c'est souvent des frères musulmans qui sont dans ce militantisme El-Aqsa. Ils ne parlent jamais de la Palestine. Ça les démange. Ça leur donne de l'urticaire, parce qu'un vrai islamiste n'aime pas le nationalisme palestinien. Un vrai islamiste est contre toute forme de nationalisme. Donc, ce n'est pas pour l'OLP qui donne. Souvent, c'est ceux qui présentent la Palestine uniquement comme El-Aqsa, comme El-Quds, en général, ce sont des gens proches des frères musulmans, et l'argent a de grandes chances d'atterrir dans les fonds du Hamas. C'est ce qui se passe aussi avec le lobby américain musulman. Le CAIR en Amérique, le Council of American Islamic Relations, il y a plein d'enquêtes de renseignement américain qui dit comment ça se fait qu'on tolère un lobby très puissant, officiel américain, lié aux frères musulmans, quand on sait que l'argent de la charité prélevé par les frères musulmans va non pas à l'OLP, leur pire ennemi, mais à leurs amis, leurs branches, puisque le Hamas, c'est les frères musulmans. Et donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Les trafics, les taxes prélevées, les dons des fidèles, l'argent détourné des organisations internationales, etc. Donc, en fait, ma thèse, c'est que le Hamas a une stratégie propre. Il a fait cet acte du 7 octobre dans sa propre volonté, sa propre initiative, et l'Iran a été obligé de récupérer. L'Iran voulait peut-être des actions, peut-être pas une action aussi énorme. Et d'ailleurs, beaucoup de petits mouvements, ça commence à sortir. J'ai vu LCI ce matin, enfin ils le disent. Il n'y a pas que le Hamas, il y a plein d'autres petits mouvements pratiquement incontrôlables. Il y a une telle haine amassée qu'en fait, l'Iran ne contrôle pas. Ce n'est pas un proxy. Et je le répète, si c'était un proxy, ça se saurait dans la guerre en Syrie. Le Hamas aurait combattu du côté de l'axe irano-syrien. Et ce n'est pas le cas. Donc le Hamas a une logique propre. C'est intéressant, vous venez de parler des États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette guerre, elle aurait eu lieu sous Donald Trump ? Oui, c'est possible, parce que Donald Trump était très pro-sioniste, un peu comme Bolsonaro ou comme Milei en Argentine. Vous savez, ces libertariens populistes de droite, en général, très proches des milieux évangéliques et américains, de droite américaine, enfin de droite même, de droite un peu populiste, dure américaine, en général sont très pro-israéliens et très sionistes, puisque dans la vision évangélique, il y a encore plus de philo-sionisme que chez les Juifs. Chez les Juifs américains, il y a plus de démocrates qui condamnent la droite israélienne que dans la droite protestante, bien wasp, blond aux yeux bleus. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, étant donné que les accords d'Abraham ont été mis en place, vous savez, c'est les accords israélo-arabes de réconciliation avec Israël, ces accords ont été mis en place par Jared Kushner, donc le gendre de Trump et Trump lui-même. Et ces accords, c'est quand même des accords qui ont été faits par la droite trumpiste et par le gendre de confession juive israélite de Trump. Donc pour les Palestiniens, c'est quand même l'ennemi suprême. Parce que le Hamas a perpétré cet attentat du 7 octobre, justement pour rappeler que la cause palestinienne existait et pour dénoncer justement, pour mettre en porte-à-faux les pays arabes qui étaient en train d'avoir des bonnes relations avec le Hamas. Donc il y a une grande logique. L'attentat du Hamas a permis d'obliger des pays qui voulaient signer avec Israël à se rétracter, à part les Émirats et le Maroc. Les autres se sont rétractés ou carrément ont pris des positions qu'ils ne prenaient pas il y a 3 semaines ou 1 mois. Donc, de ce point de vue, le Hamas a gagné la partie. Il a séduit les cœurs en Cisjordanie. Il a séduit une partie des démocrates américains qui maintenant reprochent à Biden son soutien à Israël. Il a rappelé que la cause palestinienne existait. Avec la provocation, il y a eu une représaille extrêmement radicale de la part d'Israël. Et vous savez, l'axiome des islamistes djihadistes, quand je provoque plus fort que moi, et quand le plus fort que moi tue quelqu'un qui est un terroriste, en même temps il tue 2 enfants, ça ne fait pas un terroriste de moins, ou 2, ça fait 4, 6, 10 de plus, selon le nombre d'enfants, de cousins qui sont dans le quartier. Et donc, de ce point de vue, c'est presque de la stratégie géniale. Parce que, alors on me répondra, ah mais le Hamas, mais non, ça n'a rien à voir, ce que vous dites, c'est faux, puisqu'ils vont perdre Gaza. Admettons qu'ils perdent définitivement Gaza.
mais ils vont gagner 3 fois plus. La Cisjordanie est beaucoup plus volumineuse et importante. En fait, l'idée du Hamas, c'était de gagner les cœurs des Arabes, de tous les pros ou les futurs ou en devenir antisionistes révoltés par le carnage, etc., et de gagner les cœurs de Cisjordanie qu'ils avaient déjà gagné. Alors là, ils l'ont encore plus gagné. Parce que beaucoup de gens qui détestent Israël en Cisjordanie pensent que le Hamas est le seul combattant légitime et valeureux. Pour vous, Israël est entièrement légitime à mener la guerre qu'elle mène ? Moi, je pense que dans un piège de ce style, comme les Serbes face aux Kosovars, les Russes face aux islamistes tchétchènes dans les années 90, nous face à Al-Qaïda ou Daesh en Irak, vous savez qu'on a fait un carnage en Irak. Moi, j'ai rencontré des gens du COS, donc le commandement des opérations spéciales, c'est nos forces spéciales militaires. Ils m'ont dit on n'a pas forcément fait mieux que les Russes à Alep. Nous, en Irak, on a probablement fait des destructions aussi monstrueuses qu'à Alep, parce que comme l'occidental ne veut pas faire du corps à corps, il bombarde de loin, forcément, même les bombes les plus sophistiquées, un peu mieux que les bombes russes, les bombes, elles ne sont pas gentilles, elles ne vont pas frapper que le méchant quand elles détruisent un immeuble. Et donc, de ce point de vue, la stratégie du Hamas était assez efficace. Le Qatar, vous en parliez tout à l'heure, donc si je comprends bien aujourd'hui, c'est le juge de paix. Alors, le Qatar, c'est un juge de paix dans la vision sicilienne du terme. C'est-à-dire le mafieux qui va venir vous protéger contre son propre frère. Ah, c'est devenu une grande puissance. C'est une toute petite puissance, mais grâce à son argent et son extrême orgueil et son manque d'humilité, elle veut... Mais un jour, elle aura des problèmes, parce que déjà, la plupart des pays de la région veulent lui tomber sur le dos. Alors là, c'est un coup réussi pour le Qatar, puisque ça met en porte-à-faux ceux qui reprochaient au Qatar son soutien au Hamas, qui était considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays arabes. Mais le Qatar veut effectivement être plus grand que sa toute petite taille, sa toute petite superficie. Et je pense que c'est un jeu assez intelligent qu'il mène. Et le soft power du Qatar pour exister face aux autres, c'est justement les frères musulmans. En aidant les frères musulmans pendant le printemps arabe, le Qatar pensait pouvoir mettre en place des régimes qui lui seraient favorables ensuite. De même que les Émirats soutiennent l'axe opposé, l'Égypte et les anti-islamistes. Donc le Qatar est une vraie puissance. Mais je pense qu'un moment ou un autre, quand cette passion sera retombée, parce que ça retombe toujours, eh bien, je pense qu'à un moment, il y aura une heure de vérité et un jour, le Qatar devra arrêter pour une raison très simple. En soutenant les frères musulmans, le Qatar soutient l'organisation ennemie numéro 1 de tous les pays du Golfe qui ont peur de la logique des frères musulmans qui consiste à renverser les monarchies. Les frères musulmans veulent renverser toutes les monarchies en place dans le Golfe. Et tous les régimes arabes qui ne sont pas favorables. Tous les régimes arabes, monarchies ou républiques militaires, comme l'Égypte, toutes sont menacées par les frères musulmans. Et c'est pour ça que les frères musulmans ont participé et ont récupéré le printemps arabe. Et c'est pour ça qu'Obama et les démocrates américains ont aidé le printemps arabe. Parce que les démocrates américains sont pro-frères musulmans parce qu'ils sont pro-Qatar. Tandis que les Trumpistes, les isolationnistes américains sont anti-Qatar et pro-Saoud. Les Saouds, aujourd'hui, votent pour Trump. Les Qataris votent pour les démocrates. Donc il y a la politique nationale et la politique internationale qui se rejoignent. Mais quand même, quand on vous écoute, Alexandre Delval, et c'est passionnant, vous pensez que ce projet de destruction totale du Hamas, il est paralyse, quoi. Est-ce qu'on n'est pas parti pour une guerre sans fin ? Je pense qu'on pourra détruire le Hamas, mais apparaîtra le djihad islamique globaliste. Enfin, ils appelleront avec un autre nom. Ce ne sera pas le mot globaliste. Mais je pense que le Hamas peut être détruit en tant que structure si la communauté internationale, comme on dit, entre guillemets, ne parvient pas à obliger les Israéliens à s'arrêter à mi-chemin, comme contre la guerre du Hezbollah. Vous savez, en 2006, le Hezbollah pouvait être éradiqué par Israël, mais à cause des énormes pressions internationales, y compris américaines, Israël s'est arrêté à mi-chemin et n'a pas pu détruire le Hezbollah. Qu'est-ce qu'il y a comme piste de résolution possible du conflit entre Israël et justement Alors, il y a une solution. Le Hamas sera difficilement détruit, sauf si Israël n'écoute pas les pressions américaines et du monde entier et continue le boulot jusqu'au printemps prochain. Il faudra aller. Ce n'est pas à exclure. C'est pas à exclure. Netanyahou est très têtu, mais il y a une solution. Aujourd'hui, il y a une solution intéressante d'un homme qui vient de Gaza. Ça a vraiment les moyens de cette guerre au passage. Ah oui, ça, en fait, c'est comme la guerre d'Algérie. La France pouvait écraser, et d'ailleurs elle avait vaincu militairement
le FLN, mais c'est politiquement que la France a perdu. Les pressions russes, américaines et du tiers-monde et des pays anticolonialistes ont obligé De Gaulle, qu'il avait quand même déclaré déjà en 1944, un discours de Brazzaville, De Gaulle a accepté l'indépendance, mais il l'a imposé, l'indépendance. Il aurait pu... Mais Israël a les moyens de faire durer cette guerre. Israël a les moyens de faire durer cette guerre, d'écraser l'ennemi. Le problème, c'est que le prix, c'est minimum 10 000 morts. 10, 15, ça peut même aller jusqu'à 100 000 morts. Enfin, il n'y a pas de fin. Maintenant, dans le sud de Gaza, c'est pas le nord. La bataille dans le nord de Gaza, les Gazaouites pouvaient fuir. Et les gens du Hamas pouvaient fuir. Donc, ils ont combattu, mais à reculons. Maintenant qu'ils ont le dos à la mer, les gens du sud de Gaza vont se battre beaucoup plus durement. Et donc, ça va être bien pire que la guerre qui est en cours depuis 3 semaines. Donc, Israël peut gagner la guerre avec un prix humain énorme. Beaucoup de soldats israéliens tués. Alors, beaucoup pour eux, c'est des centaines. Quand il y a des centaines d'Israéliens tués, c'est des milliers de Palestiniens. Mais là, on est déjà à presque 100. Quand on sera à 300, 500, imaginons 3 000, 10 000 Israéliens morts, le prix va être énorme. Et combien de temps une démocratie peut tenir avec beaucoup de cercueils qui rentrent à la maison? C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Mais les moyens, ils les ont. Ils peuvent pulvériser littéralement le Hamas. Le problème, c'est que les gens qui ont perdu un cousin ou qui ont un frère cul de jatte ou qui ont perdu leur petite sœur dans un bombardement israélien, eux, ils vont probablement adhérer à un mouvement encore pire, peut-être à Al-Qaïda, peut-être à Daesh, qui aimerait bien, comme chez les talibans, récupérer, être encore plus dur que les durs. Aujourd'hui que les talibans se sont légèrement, entre guillemets, modérés, Daesh progresse en Afghanistan en disant « Nous, on continue le combat que vous avez cessé de mener ». Et donc voilà, le problème est politique et psychologique. Et c'est là la force du Hamas, c'est la guerre du faible au fort. C'est une guerre psychologique, asymétrique, qui fait que celui qui a la puissance et qui est plus puissant n'est pas forcément le vainqueur. Alexandre Delval, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Joe Biden d'une situation à 2 États, adossée, je cite, à une autorité palestinienne revitalisée? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pense qu'elle n'est pas crédible, et c'était la question aussi d'avant, vous me parlez de la solution. Elle n'est pas crédible, cette solution, et c'est pas moi qui le dis. C'est un des plus grands hommes politiques palestiniens qui a fait de la prison en Israël. Qui ça? Mohamed Dahlan. Le fameux Mohamed Dahlan que j'ai rencontré il y a quelques années, qui habite dans les Émirats. Il est de Gaza. Il a fait de la prison, donc il a payé quand même de sa propre chair son combat pour la Palestine, mais il a fait un calcul très froid. J'étais à un dîner où il expliquait son raisonnement. Il a dit « Moi, je ne suis pas pro-israélien. Je ne suis pas pour collaborer avec les sionistes juifs, ONI, diaboliques, etc., etc. Je suis juste réaliste. Avons-nous les moyens de vaincre Israël? Non. Avons-nous les moyens d'avoir un État palestinien indépendant? Non, puisque c'est trop tard. Le territoire cisjordanien est déjà grignoté. Si vous voyez la Cisjordanie, qui était un résidu de l'ancienne Palestine que voulaient les Arabes, c'est un gruyère avec plein de petits trous à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les implantations en Israël et ce que les anti-israéliens appellent la colonisation. Donc Mohamed Dahlan dit, puisque 2 États sont impossibles, puisqu'on n'aura jamais... La solution à 2 États, elle est morte. Elle est impossible, puisque jamais Israël n'acceptera un État pleinement souverain, avec une armée souveraine, avec un contrôle de l'espace aérien, de l'espace maritime correspondant. Jamais Israël n'acceptera un État palestinien souverain qui soit dirigé par l'OLP, le FPLP, le djihad islamique ou le Hamas. Tous ces mouvements sont soit terroristes, soit anciennement terroristes. Donc Israël pense que... Mahmoud Abbas, vous en parlez pas? J'en parle pas, mais pour Israël, c'est un type de l'OLP. L'OLP a fait plein d'attentats terroristes pendant des années, pendant toute la guerre froide. Pour eux, ce sont juste des gens qui mènent la taquilla et qui un jour redeviendront terroristes dès qu'ils pourront. Et donc, Mohamed Dahlan, son calcul, c'est puisqu'on ne peut pas mener une guerre, que tout le monde y perd, qu'on va tous finir cul de jatte, etc., ou pauvres, ou avec des blocus alimentaires, etc., évitons le drame humain. Et il accepte, alors je sais que ça lui donne une réputation de quasi-collabo, il dit « Moi, je me propose de participer à des élections dans l'autorité palestinienne et je serai l'homme de l'autorité palestinienne qui ne réclamera pas un État pleinement étatique, mais une sorte d'État dans une sorte de confédération dont Israël aurait plus de souveraineté, mais comme une confédération dans laquelle ce serait un État un peu moins souverain que l'État israélien. Donc il accepte une sorte de suzeraineté avec l'État israélien pour sauver les meubles et pour au moins faire en sorte que les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, au moins, puissent vivre dignement et ne pas être en état de guerre permanent. C'est la solution à Mohamed Dahlan. Les Émirats l'appuient.
Et Mohamed Dahlan est très populaire à Gaza, contrairement à ce qu'on croit. Il est très mal vu, bien sûr, par l'OLP et surtout par le Hamas. Mais la population, elle aime bien parce qu'il apporte beaucoup d'argent. Lui aussi, il apporte de l'argent, non pas au Hamas, mais à la population. Il fait du charity et il a les Émirats derrière lui. Et là, c'est la solution que voudrait proposer. La population, au passage, elle ne se révolte pas. La population. La population dans ces territoires, justement, palestiniens. Vous me dites, finalement, le Hamas, là, vous voyez, a quand même des opposants. Oui. Bon, il a le soutien de la population? Alors, c'est compliqué quand même. Le Hamas a le soutien de la population si on s'en réfère aux élections de 2006. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à Gaza, il serait si populaire? Moi, je soutiens que le Hamas, aujourd'hui, est probablement plus populaire en Cisjordanie qu'à Gaza, pour une raison très simple. Un islamiste peut être populaire, mais quand il arrive au gouvernement, il est beaucoup moins populaire quelques années plus tard. Regardez l'Iran. Il y a eu une révolution iranienne, tout le monde était contre le Shah, on a acclamé Khomeini comme le père de la nation. Quelques années plus tard, les gauchistes se mordaient les doigts d'avoir soutenu Khomeini. Donc il est probable que les habitants de Gaza, qui vivent sous un totalitarisme, parce que le Hamas c'est quand même un mouvement totalitaire, qui tient d'une main de fer son pays, qui punit les blasphémateurs. On a même des réfugiés palestiniens en France qui ont été emprisonnés pour blasphème, etc. Donc il y a beaucoup de jeunes... C'est compliqué de s'opposer au Hamas. C'est très compliqué. C'est très risqué. C'est quand même un mouvement qui tue, comme vous allez aux toilettes. Il n'y a aucun problème pour éliminer quelqu'un de la manière la plus barbare. Il le montre de temps en temps. Donc c'est très dur de vivre sous le Hamas. En plus, en dehors même des violences, c'est pas tout le temps, c'est un mouvement qui met une chape de plomb. C'est un mouvement qui vous contrôle. Vous avez des cours de religion imposés dans la vision djihadiste. Vous avez un embrigadement, une militarisation de la société. Et il y a beaucoup de mamans qui sont peut-être tristes de voir que leur enfant, un peu comme en Tchétchénie, est habitué à être un futur martyr dès l'âge de 3 ans. Enfin, c'est une emprise totalitaire digne de la Corée du Nord, de l'Iran, de l'Union soviétique, de Pol Pot. Et donc, je pense qu'il ne serait pas forcément populaire. Mais en Cisjordanie, il est à craindre, ou à souhaiter, selon ce qu'on pense, que le Hamas soit assez populaire, parce qu'ils n'ont pas encore goûté à son joug. Quand un mouvement est rebelle, de loin, ça peut être très sympathique. En France, on est tous, enfin pas moi, mais beaucoup de jeunes sont pour Che Guevara. Mais moi, j'ai rencontré des Africains d'Angola qui ont vécu dans des villages où les milices de Che Guevara débarquaient. Ils m'ont raconté qu'il y a eu des têtes coupées et des enfants massacrés devant leur mère. Donc, vous voyez, le rebelle de loin, c'est sympathique, mais quand ça devient votre patron dans votre village, c'est différent. Et c'est pour ça que les islamistes, en général, sont populaires quand on n'a pas encore goûté à leur pouvoir. Et c'est comme en Égypte, ils ont voté frères musulmans. Et regardez, 1 an plus tard, 20 millions d'Égyptiens dans la rue à demander un coup d'État contre les frères musulmans. Ils n'en pouvaient plus au bout d'1 an. Alors, pour revenir tout à l'heure aux propositions de solutions, il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est Israël qui a parlé d'installer les Palestiniens dans le Sinaï et de vider Gaza de ses habitants. Est-ce que ce serait possible d'imposer cela aux Égyptiens, par exemple? C'est possible physiquement. Mais c'est irréaliste. Aussi, j'aimerais avoir votre avis. Alors, le Grand Israël, c'est un mythe de quelques fanatiques qui n'a aucune valeur efficiente. Par contre, il est vrai qu'il y a 2 solutions que prônent certains Israéliens, pas forcément que d'extrême droite. C'est la solution du Sinaï ou la solution jordanienne. J'ai souvent entendu certains Israéliens dire pourquoi on n'aurait pas donné finalement la Jordanie aux Palestiniens, puisque la Jordanie est déjà palestinienne. Il faut savoir que la Jordanie est déjà à 60% palestinienne. Certains disent même qu'on aurait dû faire le découpage du mandat Palestine anglais, c'était le mandat Palestine, ancienne vilayette ottomane. Pourquoi on ne donne pas donc la Jordanie aux Palestiniens? D'autres disent le Sinaï aux Palestiniens. Pourquoi pas? Peut-être que si les Émirats mettent 100 milliards, où il a bien vendu une île aux Saoudiens, peut-être que M. El-Sisi en Égypte accepterait un deal de ce style. Alors c'est sûr que si Trump est élu, alors lui il va à fond être pour cette solution et il va motiver les Émirats à mettre une partie et lui il mettra une rallonge et on va voir si El-Sisi accepte. Pourquoi pas? Parce que dans le Sinaï, il y a un véritable casse-tête pour El-Sisi. Il y a beaucoup de djihadistes bédouins et totalement incontrôlables. Et c'est un état de guerre civile permanente au Sinaï. Mais je ne crois pas qu'en tant que patriote, Sisi pourra se permettre de donner son territoire aux Palestiniens. Vendre aux Saoudiens, c'est une chose. Mais le donner aux Palestiniens, qui sont des frères musulmans, donc il aurait des frères musulmans à sa porte, alors qu'il les a éliminés en Égypte. Donc la solution jordanienne serait plus probable. L'idée de certains, c'est qu'un jour la Jordanie va imploser, puisque les Palestiniens sont majoritaires, ils sont 60% minimum en Jordanie. Et si un jour la monarchie hachémite implose, ce
ce qui n'est pas impossible puisqu'elle a un accord avec Israël et elle est très liée à l'Occident, donc elle est considérée comme traître. Peut-être qu'un jour, la Jordanie pourrait être une zone de refuge, mais ce ne sera pas accepté par les militants palestiniens et les Palestiniens eux-mêmes. Donc je pense qu'il y aura tout le temps une guérilla de Palestiniens contre les Israéliens, malheureusement, s'il n'y a pas un grand nombre de pays arabes qui imposent une solution, comme quand on avait imposé aux Libanais les accords du Caire pendant la guerre froide. Un petit mot quand même de Netanyahou. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment en Israël pour qu'il quitte le pouvoir, même avant la fin de ce conflit. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est possible selon vous? Et puis si jamais ça arrivait, qui pourrait le remplacer? C'est impossible à mon avis, puisque en situation de guerre en général, quelqu'un qu'il soit autoritaire, populiste, démocrate ou totalitaire ou dictateur, en général, ça solidarise. La preuve, ses ennemis politiques ont fait un cabinet d'union nationale avec lui. Donc je ne pense pas que les mécontentements de certains représentent la majorité des Israéliens. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui qui est prêt à reprendre le flambeau? Ah oui, il y a beaucoup de concurrents. Je ne suis pas spécialiste de la politique israélienne, mais ils n'ont pas forcément été extrêmement brillants. Par exemple, Lapid, qui est son pire concurrent, il n'a pas brillé par stratégie, puisqu'il a fait de la démagogie pro-ukrainienne et anti-russe, ce qui a fait croire aux Russes qu'Israël s'éloignait de la neutralité, et ça a fait que c'est l'une des raisons pour laquelle la Russie a eu un malin plaisir à alimenter un petit peu le camp pro-palestinien, plus que le camp pro-israélien ces derniers temps, alors que Poutine n'avait jamais fait ça avant. Donc il a des concurrents, mais il n'est pas forcément le plus bête, et il n'est pas forcément le plus déraisonnable, et il n'est pas forcément le moins habile. Lapid a oublié qu'Israël doit jouer sa partition. Israël a intérêt à être neutre. Israël n'avait aucun intérêt à se mettre du côté des Ukrainiens. En plus, il s'est mis à moitié du côté des Ukrainiens. Pas vraiment, mais suffisamment pour que les Russes, un peu comme les Arméniens qui ont voté pour un anti-russe, les Russes les ont lâchés. Et donc, Netanyahou, il a une vision assez radicale, mais il a un côté pragmatique. Il est un peu comme Erdogan ou comme Poutine. C'est un mélange de radical, mais parfois extrêmement pragmatique. Ses accords avec le Hamas et le Qatar montraient qu'il était capable d'une grande souplesse. Et les hommes politiques qui ont une grande souplesse peuvent surprendre, et souvent ils vivent longtemps. Alors, Alexandre Delval, avant de parler d'autres sujets et de votre ouvrage, j'aimerais qu'on s'attarde sur le rôle de la France, justement, dans cette guerre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle, justement, de la France? On pèse plus rien, quoi. Non. La France ne pèse pas grand-chose. On est considéré pro-arabe par les Israéliens et pro-israélien par les Arabes. C'est vraiment exactement ça. C'est plutôt pas mal, ça. C'est pas mal, mais vous savez, il y a un proverbe sicilien qui dit « Quo parte et chavemeggio parte », et ça veut dire celui qui veut être un peu entre les deux, il prend des coups des deux côtés. Donc, est-ce que c'est la position? Non, ce qui est pas mal, c'est la position de non-aligné. Je suis d'accord, qui est très gaullienne. Ça, c'est pas mal. Mais nous, c'est pas pareil. On n'est pas un non-aligné, un peu comme les Turcs, qui sont bien vus à la fois des Russes et des Ukrainiens. Nous, on est mal vus des deux. C'est pas pareil. Projet de coalition internationale de Macron. Alors, le projet de coalition internationale de Macron, mais c'est totalement fantasmagorique, puisque la coalition internationale, je vois pas laquelle. Je ne vois pas quelle coalition internationale. Encore une sortie un peu ridicule, quoi. C'est ridicule parce qu'Israël n'a aucunement besoin même d'aide des armées étrangères. Hein. Ça va plutôt l'empêcher. C'est un peu comme les Maliens. Ils se débrouillent beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus les Français entre eux et les djihadistes. Paradoxalement, et on va le voir bientôt, c'est pareil. Israël a juste besoin qu'on le laisse tranquille pour faire son travail jusqu'au bout. Alors je ne dis pas que c'est moi ce que je souhaite, je ne prends même pas parti, c'est purement une observation. Si Macron voulait plaire aux Israéliens et lutter contre la Hamas, il dirait Israël fait son opération jusqu'à ce qu'elle aboutisse à son terme. Bien entendu, il ne peut pas dire ça, c'est pour ça qu'il fait du en même temps, parce qu'effectivement, pour que le Hamas soit éradiqué, il faudrait donner une carte blanche à Israël pour faire... pas un génocide, comme disent les pro-palestiniens, ça c'est outrancier, mais un véritable carnage. Si vraiment on veut faire le travail jusqu'au bout, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup de morts palestiniens, mais également beaucoup de morts israéliens. Donc voilà, Macron essaie de plaire aux deux, mais en fait il a déplu aux deux camps. Et moi je l'entends bien, mes amis arabo-musulmans comme mes amis juifs, les deux me parlent de manière assez négative de la France. Et en plus, on n'est pas assez puissant pour se permettre. L'Amérique peut se permettre, comme on le voit en Afrique, d'être lié à deux camps opposés, et on ne lui en veut pas parce que c'est le plus puissant. Mais nous, on n'est plus assez puissant pour qu'on nous pardonne cela. Mais on aurait dû jouer plus intelligemment, un peu comme la Turquie face à l'Ukraine et à la Russie. On aurait pu jouer un non-alignement neutre.
ce qui n'est pas pareil que de déplaire aux deux camps. La récente grande marche contre l'antisémitisme en France, elle a réuni plus de 180 000 personnes de tous les bords politiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pensé que c'était une manifestation... Ça traduit un plus grand attachement des Français pour les Israéliens que pour les Palestiniens, selon vous? Je ne suis pas sûr. Comme l'Espagne, la France est un pays qui contient beaucoup de gens qui ont une vision négative d'Israël et plutôt positive du mouvement de libération palestinien qui représente le progressisme. Mais ce qu'on a vu à cette manifestation, c'est des politicards qui voulaient montrer leur tête, et ils se battaient d'ailleurs pour être le premier, pour pas qu'il y ait l'autre devant, etc. Donc des politicards qui feront la même chose s'ils ont des électeurs arméniens, ils feront la même chose pour l'Arménie, s'ils ont des électeurs arméniens. Là, ils le font parce que ils sont un petit peu antisémites, à mon avis, parce qu'ils croient qu'en se montrant dans ce genre de manifestation, on va plaire à ce qu'ils croient être un lobby juif médiatique, ce qui est une idée antisémite, parce qu'en fait, les juifs n'ont pas les médias, comme le croient les antisémites, à ce point, ou d'une manière si puissante. Donc, il y a une part de léchage de bottes, je m'excuse d'employer cette expression, il y a une part d'électoralisme. Pour certains, il y a une part de sincérité. Il existe des non-juifs particulièrement empathiques vis-à-vis de la cause juive. Mais vous savez, un de mes amis qui était un ancien déporté me disait « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et les judéophiles, parfois, peuvent devenir des judéophobes, ou inversement, peuvent être des anciens judéophobes. Celui qui vous aime alors qu'il n'est pas du tout vous, c'est pas forcément toujours désintéressé. Donc les juifs savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc il y avait beaucoup de juifs, il y avait des politicards, comme je viens de le dire, pour toute raison. Il y avait bien sûr des gens sincères, y compris parmi certains de ces politicards, et il y avait toute la droite. La droite qui, du coup, étant contre une immigration arabo-musulmane qui constituerait un danger pour la pérennité même, le droit dans ces droits, vous à continuer d'exister. Reconquête, le Rassemblement National. Rassemblement National, Reconquête, mon ancien parti, les LR, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'empathie vis-à-vis de la cause juive? D'où la phrase de Macron. Il n'est pas bête, Macron. C'est ce qu'il dit. Il sait, quand il emploie une phrase, pourquoi il l'emploie. Ne le sous-estimons pas, il ne fait pas que parler comme ça. Il a des spin doctors, il a des public relations, des spécialistes de Pierre quand il a dit « je ne voudrais pas que cette aventure soit en fait une façon de stigmatiser les musulmans », c'est très, 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 très malin. Il a voulu envoyer un message de séduction aux musulmans déçus par lui, parce qu'il était très aimé de l'électorat musulman au tout début. Le recteur de la mosquée de Paris, Shams El-Din, a été à fond macroniste. Et en gros, l'électeur musulman en France a voté soit pour Mélenchon, soit pour Macron. Mais pas du tout pour la droite, ou très, 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 très peu. Donc, il ne veut pas perdre cet électorat qu'il a déçu ces dernières années avec ses lois sur le séparatisme islamiste, avec la baya, avec plein de... cette prise de conscience anti-islamiste l'a éloigné d'une partie de ceux qui avaient voté pour lui et qui maintenant vont voter gauche, ou même LFI. Et donc, cette phrase, c'était très malin, c'était leur rappeler, moi, je ne vais pas alimenter ce genre de manifestation qui, en fait, est un prétexte pour tous les anti-musulmans pour venir manifester. Moi, je ne le pense pas, bien sûr, mais c'est très malin ce qu'il a fait. Il ne faut pas le sous-estimer. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en France, j'ai envie de vous poser une question assez simple, mais à laquelle il est compliqué de répondre, est-ce qu'on peut encore être pro-palestinien sans être traité d'antisémite ? Alors, on peut être pro-palestinien sans être traité d'antisémite. Déjà, les Palestiniens disent eux-mêmes qu'ils sont sémites, donc c'est même pas le mot. Mais on peut être pro-palestinien sans être judéophobe. Ça existe. Les responsables même du CRIF, de la LICRA, même des gens qui sont même des sionistes de droite, comme Golnadel, concèdent qu'il y a des gens qui sont pro-palestiniens sans être judéophobes. C'est-à-dire, je préfère le mot judéophobe à antisémite parce que c'est plus précis. Mais il est vrai, par contre, que beaucoup de judéophobes se cachent derrière le pro-palestinisme ou l'antisionisme, ou les deux. Ça, c'est indéniable. Donc, en fait, il y a les deux. Je pense qu'il existe des gens qui sont sincèrement empathiques vis-à-vis du peuple juif souffrant. Ils aiment le juif errant et ils sont contre la déportation et les pogroms contre les juifs. Ils luttent contre l'antisémitisme d'antan, la judéophobie d'antan. Par contre, ils sont un peu moins sensibles à l'antisémitisme arabo-islamique, qu'ils considèrent non pas comme de la judéophobie, mais comme une forme de progressisme et d'anticolonialisme. Je ne veux pas les justifier, je montre juste le processus mental. Je ne pense pas que dans toute l'extrême gauche, il n'y ait que des antisémites, contrairement à certains de mes amis, ou des judéophobes.
Je pense que dans une partie de l'extrême gauche, il y a de vrais antisémites qui ne l'avoueront jamais parce que leur parti surfe sur l'antinazisme. Quand vous êtes dans un parti anti-facho, vous ne pouvez pas avouer que vous êtes anti-juif. Donc il y en a qui sont anti-juifs, mais ne l'avoueront jamais. Ils vont même se battre dans un débat pour dire « moi je défends les juifs quand ils sont persécutés par l'extrême droite ». Par contre, ils vont trouver des circonstances atténuantes, anticolonialistes, à l'anti-juif, qui sera barbu et qui s'exprimera au nom d'Allah. Voilà, c'est la contradiction. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui mentent et ceux qui sont sincèrement pro-palestiniens sans être anti-juifs. Vous pensez que les risques d'attentats sur le sol français, ils ont augmenté suite à ces événements à Gaza ? Oui, parce qu'on a étudié ça, tous les spécialistes du terrorisme ont étudié ça. Vous savez que Goethe avait édité un roman, On a importé ce qu'on fait. Werther. Vous savez, c'est le syndrome Werther. Dans le fameux roman de Goethe, un homme s'est suicidé, et ça déclenche par mimétisme plein de suicides successifs. Et depuis, le nom de ce héros du roman de Goethe est devenu, on appelle ça le syndrome Werther. Quand il y a un attentat terroriste, parfois, même des gens qui ont un mobile totalement différent vont commettre leur attentat juste après. Par exemple, Arras, c'est pas le même mobile, c'est pas la Palestine, c'est un professeur qui représente la laïcité. Et Bruxelles, c'est des Suédois qui ont blasphémé, c'est les supporters d'un pays où on a toléré de brûler des Corans. C'était pas le même mobile du tout, et c'est pas le même lieu. Mais l'appel au djihad d'Ismaïl Haniyeh depuis le Qatar, alors je précise depuis le Qatar, pas l'Iran, donc c'est le Qatar qui soutient des djihadistes, ça a donné une légitimation. Alors on le voit aussi dans l'expérience de Milgram. Quand une autorité morale donne le feu vert, on va plus facilement appuyer sur le bouton électrique ou la gâchette. Donc l'effet Werther, mimétisme, puis l'effet Milgram, ça fait quand même deux phénomènes qui vont, pas banaliser, mais déclencher comme si on n'était pas responsable. Je ne suis pas responsable, je suis légitime à faire quelque chose car les gens autorisés m'ont donné le feu vert. On peut aller vers la guerre civile, d'après vous ? On peut aller vers la guerre civile, puisque les frères musulmans et l'extrême gauche, depuis des années en France, font croire à nos frères, nos compatriotes. Moi, je tiens à le dire, les musulmans français, il faut les voir comme nos compatriotes. C'est nos compatriotes. On ne doit pas les voir comme quelque chose d'ennemi ou d'extérieur qui aurait été définitivement coupé de nous. Il faut voir nos compatriotes musulmans comme des gens qui sont divers, donc il y a des pros et des anti-islamistes. Ils ne vont pas tous vers Mélenchon, mais parmi ceux qui sont très votants, beaucoup vont vers Mélenchon, mais la plupart ne votent pas. La plupart sont indifférents, dégoûtés, indifférents, on leur a dit que ça ne sert à rien, etc. Pourquoi ? Parce que, et là, ce sont des victimes. Nos compatriotes ont été utilisés comme des instruments, des victimes de tous les mouvements islamistes ou d'extrême gauche qui, depuis 50 ans, leur font croire que la société française, et pas uniquement l'extrême droite, la France laïcarde, en elle-même serait structurellement raciste. Et ce racisme ne serait pas un racisme contre la peau, mais un racisme contre la religion. Ce qui est débile, mais en tout cas, ce qui compte dans les représentations, c'est que ça fait sens. Et beaucoup croient que le nouveau racisme, c'est pas que contre la couleur de quelqu'un, c'est contre sa religion. Et donc, c'est ce que j'appelle la stratégie de paranoïsation. Les entrepreneurs du religieux de type islamiste et l'extrême gauche ont paranoïsé, pas tous, mais une partie de nos concitoyens musulmans, nos compatriotes. Et moi, je les appelle à rester lucides. Défendre sa religion, c'est digne. Moi, je défends la religion de mes pères, c'est tout à fait digne. Mais ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous instrumentaliser pour créer une guerre civile avec les Français dits sous-chiens, comme disent certains. Alexandre Delval, vous parlez de l'islam, vous me dites si je me trompe, comme je vous cite, d'une bombe à retardement civilisationnel présente dans la société française. C'est pas l'islam. Je parlais dans une interview, c'était à CNews, je disais qu'il y a dans cet islam de France, confisqués par les islamistes. Et j'ai donné les noms dans cette émission, j'ai donné les noms. Donc c'est les frères musulmans, c'est les Miligulush surtout, c'est surtout eux, et les salafistes. Donc il y a des grands groupes. Miligulush, c'est l'islamisme turc, frères musulmans, c'est très connu, et quelques salafistes et d'autres pro-pakistanais comme Barelvi, Deoband, etc. J'ai donné les noms de ces mouvances et j'ai dit, ces mouvances qui ont instrumentalisé la religion musulmane, qui se sont érigées en représentants de l'islam et des musulmans, sont une bombe à retardement, puisque si des musulmans adhèrent à un islam modéré, mais il n'y a aucun problème pour la République. Ce n'est pas la religion musulmane qui dérange, c'est la vision politique violente, intolérante, califaliste, tout ce que vous voulez. Donc, quand j'ai parlé de bombe à retardement, c'est si on laisse ces entrepreneurs du religieux islamiste
continuer à laver le cerveau de nos jeunes. Et en plus, l'extrême gauche qui appuie en disant « oui, c'est vrai, le français de souche, pas uniquement l'extrême droite, le français de souche, rien que parce qu'il est laïque, républicain, c'est une ordure, il passe son temps à persécuter les musulmans. » Mais vous vous rendez compte ce qu'on met dans le cerveau de nos... Et moi, je ne les accuse pas, ces jeunes musulmans qui finissent par croire ça. J'ai des élèves qui parfois y croient. Mais moi, je ne vais pas les juger, les mettre hors de classe. Parfois, ils me disent des choses assez dures. J'essaie de leur expliquer. Vraiment, tu es persuadé que le français de souche passe son temps à persécuter les musulmans. Et quand on discute, à un moment, je vois qu'il y a des doutes. Finalement, il n'a pas trop d'exemples de racisme. Vraiment, on n'est pas déporté en France et on peut vivre sa foi musulmane sans aucun problème. On a quand même 3000 mosquées. Et donc, je l'ai dit aussi en Égypte devant le grand imam d'El-Azhar, carrément. Et il m'a écouté, et je l'ai dit dans des conférences en Égypte, devant les plus grands intellectuels égyptiens qui me disaient « la France, elle est islamophobe, etc. » Moi, je pense qu'il faut dialoguer. Et j'ai dit à ces gens « donnez-moi des exemples de racisme anti-islamique de la part du français de souche ou de la République française ou de l'administration française. Donnez-moi des éléments. » Ils ne m'ont pas apporté de preuves, ils m'ont dit des choses que développent les frères musulmans. Par contre, moi, je leur ai prouvé qu'on accueille tous les islamistes du monde. Quand même, si on était islamophobe, ça c'est une preuve absolue. On n'aurait pas accueilli des islamistes interdits dans certains pays arabes. Et à l'inverse, et là je vous rejoins complètement, justement, on le voit bien avec le soutien de la France insoumise, justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction de la France insoumise autour de ce conflit? Ça dit quoi justement de l'influence de l'islam dans le champ politique? Parce que c'est ça qui est notable. La France insoumise applique tout simplement une vieille idée trotskiste anglais, repris par le mouvement trotskiste, enfin un des mouvements trotskistes français. Vous savez, ils sont groupusculaires, ils sont même divisés entre eux. Et beaucoup de lambertistes, donc c'est une branche active du trotskisme, en imitant le trotskisme international, d'ailleurs écrit dans une grande revue de trotskistes très connue internationale, eh bien, il a été théorisé dans les années 80 que le combattant d'extrême gauche n'est pas l'ami de l'islamiste, c'est clairement défini, mais il peut être momentanément un partenaire de lutte. C'est la fameuse lutte intersectionnelle qu'ont repris les écolos rouge-vert et l'extrême gauche et LFI, mais surtout le NPA, qui était beaucoup plus radicalement pro-Hamas encore que le LFI. Et donc ça, c'est une vieille stratégie qui n'est pas du tout stupide, c'est l'idée d'introduire le chaos. Hein, on est révolutionnaire, on est pour la révolution permanente, on veut défaire l'ordre bourgeois établi. Il n'y a plus beaucoup de Blancs qui, par millions, sont prêts à se battre. Eh bien, on va prendre parmi les déshérités, un peu comme Khomeini qui puisait dans l'extrême gauche et les militants pro-palestiniens qui arrivaient par avion, vous savez, ou Mussolini qui récupérait les gens un peu à la dérive, même parfois dans la rue, ou les SA qui récupéraient aussi des gens comme ça. L'extrême gauche s'est dit on va récupérer des déshérités, des gens qui sont soit vraiment... comment dirais-je, exclus socialement, économiquement, soit qui pensent qu'ils le sont, et donc qui ont un ressentiment. C'est l'utilisation du ressentiment, d'où le fait que la bombe à retardement, c'est paranoïser les musulmans de France. Moi, j'invite nos compatriotes musulmans à ne pas croire ceux qui leur disent que tous les Français de souche veulent la peau des musulmans ou insulter les prophètes. Il y a beaucoup de Français sont comme moi, ne passent pas leur temps à blasphémer. Vous pensez que c'est ce que dit Mélenchon, ça ? Non, non, malheureusement. Ce que dit Mélenchon, c'est le contraire. Mélenchon alimente l'idée qu'il y aurait un racisme structurel. Oui, en dénonçant quand même non, mais serait le racisme anti-musulman. Alors Mélenchon dit qu'il y a un racisme anti-musulman, bien sûr, avec l'épouvantail de la droite et l'extrême droite, alors qu'en fait, c'est que des mots. Là, on a trouvé des graffitis sur une mosquée il y a quelques jours. C'était la une dans tous les journaux, une phrase écrite accusant, je crois, les musulmans d'antisémitisme sur une mosquée. Enfin, la différence quand même, c'est que le camp d'en face, quand il attaque des chrétiens et des juifs, c'est des gens égorgés. Donc c'est quand même pas exactement comparable. Hein. C'est comme si vous préférez quelqu'un qui vous dit sale con ou un coup de couteau dans la gorge. C'est sûr que c'est quand même pas pareil. On ne peut pas mettre tout au même niveau. Mais Mélenchon, malheureusement, fait croire qu'en utilisant des faits de soi-disant islamophobie, qui sont parfois des réflexions... Alors, une de mes étudiantes, parce que moi, ça ne me gêne pas qu'une femme soit volée dans mon cours, je m'en fous. Mais par contre, je respecte la loi. Vous en avez beaucoup qui sont volés? Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout, personnellement. Mais je lui dis qu'en France, il y a des lois contre le voile islamique. Ce n'est pas la persécution des musulmans, puisque des dirigeants musulmans eux-mêmes l'avaient interdit et étaient contre. Atatürk, bien entendu, Nasser, etc. Donc je pense qu'il faut un travail. Que la laïcité, c'est un leurre, hein. Pardon au passage. La laïcité n'est pas vraiment un leurre, mais les professionnels de la lutte contre l'islamophobie, islamiste ou extrême gauche, ont réussi dans la version wokiste. Vous savez que le wokisme rejoint à la fois l'islamisme et l'extrême gauche. Allez sur le site de El Jazeera. Le site internet d'El Jazeera, AJ+, c'est une rencontre entre des wokistes LGBTistes et des islamistes.
En gros, l'islamiste dit à la lesbienne LGBT, moi je suis voilée, toi tu as les cheveux rouges et tu es lesbienne déclarée ou trisexuelle, etc., ou 36 genres. L'important c'est que moi je ne devienne pas toi, toi tu ne deviens pas moi, mais on est unis. On est unis, bien sûr, étanches. Donc c'est un peu le slogan d'Erdogan, le voile ou la mini-jupe, chacun choisit. L'important c'est que dans le quartier islamique, on soit en voile, et dans le quartier de Taksim, on est en mini-jupe. En Turquie, ben là c'est un peu pareil, c'est très malin, parce que cette idée ne pollue pas les musulmans, parce que c'est une alliance où chacun dit, moi je respecte le fait que toi, tu es complètement différent de moi. Et je suis uni contre ceux qui veulent qu'on ait tous des valeurs partagées. Nous, on est pour le différentialisme, on est ethno- ou religio-différentialiste, pour reprendre une expression connue, et par contre, eux, ils sont universalisme. Et ce qui est incroyable, l'universalisme, qui est l'idée progressiste par excellence, aujourd'hui est synonyme d'intolérance. Si vous êtes pour l'universalisme des valeurs, donc on a tous des valeurs partagées et des lois et des comportements, en gros, assez cohérents, eh bien là, on est intolérant. La tolérance aujourd'hui, c'est accepter un modèle totalement opposé au mien. Alors, c'est la fameuse vidéo, je renvoie nos auditeurs, allez voir une vidéo, c'est un régal, c'est à mourir de rire, c'est mieux que tous les sketchs que j'ai vus. C'est deux étudiants, probablement juifs américains d'une université, qui se moquent des wokistes pro-islamistes, et ils sont habillés en transgenre, tous les deux, et ils ont un correspondant à distance, qui est un militant du Hamas, et ils lui disent « Nous sommes LGBTQH comme Hamas, nous t'aimons ». Et le djihadiste lui répond « Moi, je vais te buter ». Et il rigole, il dit « Oh, c'est charmant, vous êtes très amusant ». Et il continue « Mais non, mais nous voulons, on est intersectionnalistes, on va se battre ensemble ». Et l'autre lui répond « Oui, avec plaisir, venez nous voir en Amérique ». Et lui, il répond « Oui, quand je viendrai te voir, je vais t'égorger ». C'est un peu ça ce qui se passe. Et donc, c'est complètement suicidaire. Moi, j'appelle aussi nos compatriotes de gauche et d'extrême gauche de réfléchir un petit moment à tous les militants progressistes, marxistes ou pas marxistes, mais de gauche, dans le monde musulman, qui ont été martyrisés par les mêmes islamistes qu'ils ont aidés, à qui ils ont servi la soupe. Et il n'y a pas que l'Iran. Regardez ce qu'écrit le grand homme de gauche algérien Rachid Boujedra dans Les Fils de la haine. Rachid Boujedra montre à quel point l'homme de gauche est ce que l'islamiste déteste le plus. Vous qui êtes, ou moi, ou je ne sais qui, quand quelqu'un est considéré comme conservateur, il est beaucoup plus respecté dans la hiérarchie du mal qu'un militant progressiste, athée, marxiste, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé que leur alliance est suicidaire, en plus d'être extrêmement cynique. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.